Est-ce que vous saviez qu'Omerta a une application où vous pouvez retrouver tous nos documentaires exclusifs? Le lien est dans la description. Nous recevons aujourd'hui Max Erwan Gastineau, euh, essayiste, remarqué pour un premier ouvrage sur l'illibéralisme, notamment en Hongrie ou en Pologne. Mais vous êtes universitaire, vous avez vécu notamment en Chine, et votre connaissance de la planète vous a poussé à écrire un ouvrage sur la désoccidentalisation du monde, mais que vous avez intitulé l'ère de l'affirmation. Déjà, avant de voir les perspectives historiques et géopolitiques qu'implique ce concept, est-ce que vous pouvez nous définir la question de la désoccidentalisation? Alors, merci en effet de commencer par bien poser les termes du sujet, parce qu'on parle beaucoup de désoccidentalisation du monde, de plus en plus. Mais je note que ce concept est souvent assez mal défini. Moi, je propose une définition assez simple, au fond. La désoccidentalisation du monde, c'est l'avènement de pôles de résistance à l'influence de l'Occident. Influence intellectuelle, influence morale, influence politique. Jusqu'à aujourd'hui, la scène géopolitique, puisqu'on voit bien, notamment à l'aune de la guerre en Ukraine, que les pays dits du Sud, ou les pays non occidentaux, si l'on embarque l'Amérique latine dans cette ère non occidentale, ce qui est un petit peu contestable, mais ça dessine quand même un arc qui, en gros, échappe de plus en plus au contrôle ou à l'influence de l'Europe et des États-Unis. On voit bien que ces pays refusent nos sanctions contre la Russie au nom de leurs intérêts nationaux, l'intérêt national, devenant d'ailleurs, dans cette ère désoccidentalisée, la seule valeur véritablement universelle, me disait notamment l'ancien ambassadeur de France en Russie et au Brésil, Jean de Glignasti. Oui, alors j'aurais dû aussi préciser que vous avez été un des animateurs de la défunte revue Limite, que nous regrettons beaucoup, qui était une revue d'inspiration chrétienne qui s'interrogeait sur l'avenir de cette mondialisation complexe. De quand datez-vous les prémices de cette désoccidentalisation? Est-ce que ça remonte à la chute du mur de Berlin ou plutôt à l'attaque contre les tours de New York de 2001? Oui, alors en effet, septembre 2001. Donc on définissait la désoccidentalisation comme l'avènement de pôles de résistance à l'influence de l'Occident. Oui. Parce qu'en effet, pendant longtemps, l'Occident a été imité. C'était le modèle dominant, et l'imitation du modèle occidental, on peut la faire remonter au Japon au XIXe siècle, avec l'Empire Meiji, qui imite notamment le modèle allemand, vainqueur, le modèle prussien. Du code civil allemand. Voilà, tout à fait. Puis ensuite la Turquie de Mustafa Kemal. Enfin, il y a tout un ensemble d'exemples qui ont cherché, plus ou moins, à imiter le modèle occidental. Et puis ça s'est poursuivi évidemment au XXe siècle. Et puis après la chute du mur de Berlin, avec notamment les pays dits post-communistes, vous parliez de mon premier ouvrage dédié notamment à la Hongrie et à la Pologne, qui ont été un petit peu les bons élèves de l'imitation du modèle occidental. En fait, la désoccidentalisation, donc la fin d'une imitation du modèle occidental qui était jusqu'ici considérée comme incontournable, certains la font remonter à la décolonisation, puisqu'en effet, les pays dits du Sud prennent à ce moment-là leur essor politique du fait de leur indépendance. Moi, je la situe, je pense qu'il y a quand même une accélération à partir de la chute du mur de Berlin, puisque avec la généralisation des règles du jeu économique, nous allons entrer dans une mondialisation ultra concurrentielle, avec des pays du Sud qui vont profiter. Contrairement aux pays du Nord qui vont connaître des vagues de désindustrialisation, les pays du Sud vont connaître un essor économique. Essor économique plus essor politique. Vous avez donc des pays qui prennent confiance en leurs propres capacités et qui vont donc aussi s'affirmer sur le terrain culturel, c'est-à-dire qu'ils vont revendiquer leurs particularités. Et il y a un exemple très intéressant qui sert d'ailleurs de point de départ à mon ouvrage. En 1993, donc vraiment au lendemain de la chute du mur de Berlin, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide,
une convention internationale, la Convention de Vienne, est organisée. C'est la première convention sur les droits de l'homme après la guerre froide. 171 nations sont réunies autour donc, d'idéaux communs. Mais 2 mois avant cette conférence de Vienne, les pays asiatiques, regroupés notamment derrière la Chine, Singapour, qui font déjà entendre une tonalité idéologique et culturelle différente, critiquant le libéralisme, etc., vont rédiger une déclaration de Bangkok appelant les Occidentaux à tempérer leurs élans universalistes pour tenir compte des identités nationales. Et je crois que nous vivons encore 30 ans plus tard dans cette configuration opposant au fond un universalisme occidental à une forme de différentialisme oriental valorisant les ancrages nationaux et civilisationnels. De la Turquie à l'Inde, en passant bien entendu par la Chine. En passant par la Chine, en effet, c'est très intéressant, qui a connu une forme de crise identitaire assez forte après l'ère Mao. Et en effet, Deng Xiaoping ouvre, à la fin des années 70, la Chine l'ouvre commercialement. Puis la Chine va d'ailleurs davantage s'ouvrir également aux influences extérieures et donc va questionner son modèle, sans forcément le remettre complètement en cause. Mais la question de savoir ce qu'est la Chine se pose quand même avec acuité dans les années 80 et la Chine va s'inspirer de Singapour et revendiquer les valeurs asiatiques, les valeurs confucéennes qui étaient considérées comme étant désuètes par notamment Mao, mais même par toute l'élite communiste et révolutionnaire qui, en 1911 puis en 1919, a décidé d'abattre le vieux modèle impérial chinois basé sur les valeurs traditionnelles du confucianisme. Et pourquoi les élites communistes le font ? Parce qu'elles ont compris que, en entrant dans un système capitaliste mettant l'accent sur l'initiative privée et l'individu, il fallait créer des contrepoids permettant à la société de garder une certaine cohésion, et c'est ce terreau civilisationnel confucéen qui existait encore, qui était là, toujours latent dans la société chinoise, qui va être retranscrit par les élites communistes, mettant en œuvre ce qu'un certain nombre de sinologues appellent un modèle national confucéen. En fait, on voit que ces puissances émergentes, la Turquie, l'Inde, la Chine, se tournent vers leur tradition religieuse ou culturelle pour y puiser une affirmation identitaire face au modèle occidental, principalement représenté par les États-Unis. Oui, il y a toujours un lien entre la capacité à s'affirmer sur la scène internationale pour défendre des intérêts et la conscience d'être les titulaires d'un modèle et de valeurs spécifiques. Si vous ne vous définissez pas à l'aune de valeurs spécifiques, vous êtes, si vous voulez, quelque peu mal parti pour, sur la scène internationale, revendiquer des intérêts qui correspondent à l'entité à laquelle renvoie cette identité. Et donc, chaque pays, en effet, dit du Sud, a été dans les années 80, à partir des années 90, avec, je le disais tout à l'heure, la globalisation, qui a aussi une dimension culturelle, avec l'extension du modèle occidental et notamment américain, beaucoup de pays du Sud vont être tentés de revendiquer, de patrimonialiser, dit Henri Laurens, professeur au Collège de France, les sources de leur ascension économique et politique pour, encore une fois, sur la scène internationale, revendiquer leur droit à défendre des intérêts spécifiques. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un héritage quand même intellectuel qui serait celui des non-alignés, c'est-à-dire de ces pays à l'époque, la Yougoslavie, l'Indonésie, le Brésil, qui étaient un peu les fers de lance des non-alignés. Est-ce que, sans retrouver exactement le même modèle, quand on prend en considération aujourd'hui ce qu'on appelle les BRICS, par exemple, est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme de non-alignement à l'époque, c'est le non-alignement par rapport aux deux blocs, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même cet héritage ? Alors, il y a un héritage qu'on peut appeler en effet l'héritage de Bandung, la conférence de Bandung dans les années 50, qui en effet revendiquait une forme de troisième voie entre la voie communiste et la voie occidentale, libérale. Et en effet, ce logiciel issu du mouvement de décolonisation, du mouvement tiers-mondiste, continue quand même d'inspirer une forme de solidarité non-occidentale qui aujourd'hui rejaillit à travers notamment l'avènement des BRICS. Moi, ce que je trouve
ce que je trouve assez intéressant, c'est que André Malraux, dès 1968, parlant à des étudiants, disait « Nous avons cru au XIXe siècle que l'avenir était à l'international. Or, nous voyons bien que c'est plutôt la nation qui a pris le pas. » Et en effet, la montée en puissance des pays du Sud amène la mondialisation à valoriser les notions de souveraineté et d'intérêt national, à tel point qu'on peut parler d'une forme de mondialisation différentialiste qui s'oppose de la globalisation dont on croyait qu'elle allait contribuer à uniformiser le monde. Or, encore une fois, les pays du Sud, qui à partir de Bandung ont revendiqué leur souveraineté, leur droit à la différence, ces pays ont continué leur ascension, mais toujours fidèles à un ancrage national qui était à l'époque synonyme d'indépendance, et qui est aujourd'hui synonyme de droit à ne pas s'aligner sur les intérêts des Occidentaux, et on le voit encore une fois à l'aune de la guerre en Ukraine. Alors, est-ce que vous pensez que les pays européens, notamment, sont bien préparés à cette ère de l'affirmation que vous décrivez dans votre livre? On a quand même l'impression que les dirigeants européens sont un peu à la remorque de l'histoire. On le voit notamment en Afrique. Mais on pourrait aussi le voir peut-être dans une certaine cécité envers les puissances secondaires en voie d'ascension. Je pensais à l'Indonésie, mais on pourrait parler du Brésil aussi. Est-ce que malgré tout, chez les dirigeants européens, on n'est pas resté sur un schéma de type guerre froide? Ouais. Et est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience de ce qui est en train de s'organiser dans le monde? Dès le déclenchement de la guerre en Ukraine, en février 2022, le vocabulaire nous a trahis, puisque nous avons en effet ressuscité un vocabulaire de la guerre froide qui opposait le monde libre au bloc des autoritaires. Or, nous ne vivons pas dans un monde qui oppose des blocs idéologiques, mais un monde gouverné par des nations qui revendiquent leurs intérêts nationaux. Et en effet, je pense que, je disais que le vocabulaire nous a trahis parce que nous nous sommes raccrochés, au fond, à une époque révolue, mais qui était, au fond, assez simple à comprendre. Et aujourd'hui, nous ne comprenons pas bien qu'en effet, tout un ensemble de pays ont cessé de nous voir comme des modèles et se sont affirmés. On parlait d'essor économique. Il est quand même très intéressant aujourd'hui d'étudier les derniers classements du FMI qui mesurent le PIB des nations en PPA, en parité du pouvoir d'achat, pour neutraliser les différences monétaires. Et lorsque vous étudiez ce classement, mais sur les dernières années, des pays comme l'Indonésie, des pays comme la Russie, des pays comme le Brésil devancent par exemple la France et le Royaume-Uni. La Chine devance les États-Unis. Et comme le dit Cédric Tellen, que je cite dans mon ouvrage Professeur à HEC, l'Indonésie, la Russie, le Brésil, la Chine évidemment, ont connu une ascension sans copier les canons libéraux du modèle économique occidental, mais à partir d'un capitalisme d'État qui valorise une certaine verticalité et puis un volontarisme politique, un interventionnisme dans l'économie. Alors que nous étions, pendant que cette ascension économique se produisait, nous étions, nous, convaincus en Europe qu'au contraire, la mondialisation impliquait le recul de l'État, la fin de toute forme de régulation, menant à la catastrophe de l'année 2008 avec la crise financière et économique qui a mis à mal cette croyance en un libéralisme source de progrès dès lors qu'il était émancipé de tout un ensemble de cadres politiques et étatiques. Alors, pendant longtemps, la puissance de l'Occident s'est notamment affirmée à travers la monnaie. Je pense ici au dollar. Est-ce qu'on assiste réellement aujourd'hui à une dédollarisation du monde ou est-ce que ça reste un slogan utilisé par certains pays pour exalter de nouvelles formes d'indépendance? Alors, c'est quand même plus qu'un slogan, évidemment, oui. Puisque concrètement, on voit qu'un certain nombre de pays avancent dans cette voie. Le Brésil avance dans cette voie avec la Chine, et puis un certain nombre d'échanges commerciaux, notamment dans le domaine énergétique, entre des pays du Moyen-Orient, la Chine, et même certains pays d'Europe commencent justement à envisager des alternatives au dollar. Donc c'est quand même quelque chose qui avance. De là à bousculer l'hégémonie du dollar, on n'y est pas encore, mais on voit qu'il y a un mouvement. C'est important pour l'Europe de bien comprendre que nous entrons dans une ère post-américaine, pour reprendre l'expression de Zakaria, grand éditorialiste américain, parce que, je reviens à votre question précédente, l'Europe a été toute surprise de constater que sur la scène internationale, l'Occident était au fond isolé dans ses sanctions contre la Russie, et quelque part,
et ça, les chancelleries non occidentales le disent aussi, il est quelque peu pathétique de voir les Européens s'accrocher à un monde révolu. Les Américains, eux, ont bien compris que nous rentrions dans une ère post-occidentale. Ils se rapprochent, par exemple, du Parti communiste vietnamien pour contenir la Chine. Ils ont une certaine souplesse stratégique parce qu'ils ont une conviction assez forte de ce que représentent leurs intérêts nationaux. C'est évidemment beaucoup plus compliqué pour une Europe qui s'est construite depuis une quarantaine d'années, notamment depuis Maastricht, contre l'idée d'intérêt national, contre l'idée de frontières et de souveraineté. Au fond, si ça va être plus dur, comme je le dis dans mon livre pour l'Europe, c'est parce que le nouveau monde, le monde désoccidentalisé dans lequel nous vivons, prend à rebours tout le projet européen et réhabilite des notions, souveraineté, frontières, nation, que nous nous étions promus quelque part de déconstruire ou de dépasser. Alors, est-ce qu'une autre des grandes questions posées par cette désoccidentalisation n'est-elle pas la question de la démographie ? C'est-à-dire qu'on est quand même frappé aujourd'hui de la panne démographique européenne. D'un certain côté, les États-Unis, eux, ont repris leur vieille formule d'assimilationnisme en faisant venir notamment beaucoup de Sud-Américains ou d'Amérique centrale, mais pas que. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui passent à travers l'Atlantique pour repasser par le Sud. Quand on se promène aujourd'hui à New York, c'est assez frappant. Donc, est-ce que le risque de l'hiver démographique européen n'est-il pas de clouer définitivement le cercueil de la vieille Europe, alors que l'Amérique trouve, elle, des moyens de continuer à prospérer démographiquement? On le disait, l'Europe est prise à contre-pied. Elle est un peu l'homme malade du nouveau monde, car elle doit accepter de réviser complètement son logiciel. L'Europe, en pensant que la mondialisation l'invitait, au fond, à remettre en cause les principes d'indépendance et d'autonomie politique, a accepté une forme de dépendance à l'égard de pays étrangers, dépendance industrielle vis-à-vis de la Chine, dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis, dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, puis dépendance démographique vis-à-vis notamment de l'Afrique. C'est-à-dire que nous comptons sur l'immigration pour pallier notre déficit démographique. Or, en effet, je pense qu'on ne peut sérieusement envisager l'avenir de l'Europe si la question de la natalité n'est pas mise au sommet de la hiérarchie de nos priorités. On ne pourra pas, et ça d'ailleurs c'est très intéressant de le noter, François Bayrou le disait, le commissaire au plan au Sénat récemment, on ne pourra pas simplement recourir à l'immigration parce que des sociétés toujours plus fracturées sur le plan culturel ne créent pas l'harmonie nécessaire qui permettent aux individus de se projeter et donc d'envisager une famille. C'est toujours important de veiller aussi à la cohésion de nos sociétés pour faciliter leur projection collective. Elle devra donc se doter, l'Europe, d'une politique encourageant la natalité. Et là, je dirais que, contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas forcément de fatalité. Et on parlait tout à l'heure de l'Europe centrale, de l'illibéralisme hongrois. Écoutez, moi je veux bien qu'on critique, et ce pays est critiquable, la Hongrie, mais elle sortait d'une situation démographique très compliquée au début des années 2010 avec un taux de 1,1 enfant par femme, et puis grâce à une politique très volontariste, en consacrant 5% du PIB, avec un discours valorisant la famille, la complémentarité homme-femme, etc., elle a réussi à remonter la pente. Ce n'est pas nécessaire, mais elle est aujourd'hui à 1,6 enfants par femme. Donc ça montre que dès lors qu'il y a une volonté politique forte, on peut obtenir un certain nombre de résultats, et ça n'aura échappé à personne que sur ce sujet, beaucoup d'États européens ont aujourd'hui démissionné. Alors, concernant un autre secteur, celui lié à l'environnement, est-ce qu'il n'y a pas d'un côté un Occident qui pense tous les jours à la question du réchauffement climatique, et de l'autre côté des nations qui ne se sentent beaucoup moins concernées par cette urgence climatique dont les médias nous parlent du matin au soir? Alors moi je dirais que l'urgence climatique
concerne beaucoup de pays, notamment des pays du Sud, qui s'inquiètent des effets concrets que va avoir le réchauffement climatique, la montée des eaux, etc. Mais nous n'avons pas tous, en effet, la même manière de parvenir à un résultat qui peut, en effet, transcender un certain nombre d'intérêts nationaux. Je note que, par exemple, la Chine refuse de se lier à des accords commerciaux, mais qu'elle est très en avance et qu'elle a également une feuille de décarbonation très ambitieuse. D'ailleurs, l'Europe, qui envisage d'électrifier largement son modèle énergétique, va recourir et recourt déjà de plus en plus aux panneaux solaires chinois, aux batteries électriques chinoises, etc. En fait, tout le problème est en effet de penser en termes d'équilibre entre la nécessité de réindustrialiser, de conserver la compétitivité de nos entreprises et d'asseoir une politique environnementale ambitieuse. Et on a en effet l'impression que l'Europe a choisi, bousculée par le Brexit, par un certain nombre de critiques, a choisi de jouer la carte verte pour, au fond, retrouver une forme de sens qui peut manquer aujourd'hui au projet européen, à tel point qu'elle va des fois trop loin, trop vite, ce que ne manque pas d'ailleurs de lui rappeler un certain nombre d'États d'Europe centrale et orientale qui doivent passer de mix énergétique basés sur en effet des produits très carbonés comme le charbon, et que ne manque pas de rappeler notamment la France avec son industrie nucléaire. Donc je pense que sur ce sujet, les nations européennes s'affirment et sont en train justement de bousculer un petit peu l'agenda européen qui avait une vision assez idéologique de la transition écologique. Et l'on voit bien aujourd'hui, avec notamment, je le disais, la France et les pays d'Europe centrale, toute une coalition pro-nucléaire, rappeler qu'il existera différentes manières de parvenir à une décarbonation qui, encore une fois, semble quand même largement transcender les intérêts nationaux. La France semble avoir renoncé à faire de la prospective. Vous, à la fois par vos expériences professionnelles, votre connaissance du monde, votre connaissance de la Chine, on le disait, comment voyez-vous l'évolution de ce nouveau désordre mondial, on peut peut-être employer ce terme, et comment voyez-vous l'évolution à moyen ou à court terme de ce monde qui est celui de l'émergence de nouvelles puissances. C'est ce que j'appelle l'ère de l'affirmation. Nous sommes passés de l'ère de l'imitation du modèle occidental à l'ère de l'affirmation où des nations prennent leur essor et revendiquent leurs intérêts sur la scène internationale. Il va tout simplement falloir s'adapter à cette nouvelle donne internationale. Alors certains estiment que ça passe par une Union européenne plus forte, avec une intégration toujours plus poussée sur un certain nombre de thématiques, notamment en matière de politique étrangère. La France aspire par exemple à ce que le principe de vote à la majorité soit écarté, de vote à l'unanimité soit écarté au profit d'un système à la majorité, qui fait que en termes de politique étrangère, la France pourrait être mise en minorité et donc suivre la majorité des pays européens. Imaginons qu'en 2003, au moment de la guerre en Irak, ce système ait existé. Nous aurions été sans doute contraints de suivre nos partenaires européens qui étaient assez alignés sur la position américaine. Donc, moi, je pense qu'au contraire, dans un monde qui taille la part belle à la notion d'intérêt national, il faut réussir à arrimer le projet européen à une nécessaire réaffirmation des nations européennes. Je pense qu'il peut exister au sein de la construction européenne, au sein de l'Europe, un dissensus constructif qui passe par la réaffirmation des nations. La France a une tradition géopolitique qui fait qu'elle était en avance en Europe en 2003 lorsqu'elle dit non à la guerre en Irak. Ce n'était pas simplement parce que la guerre en Irak reposait sur un mensonge, c'est parce qu'elle avait bien compris que cette intervention n'allait pas être acceptée par un monde non occidental qui était déjà par ailleurs en train de s'affirmer. Donc je crois qu'il faut se recentrer sur nos déficits intérieurs, sur nos défaillances. Et pour ce qui concerne le cas français, je pense notamment à son modèle éducatif. Il n'y aura pas de sursaut sans une rénovation complète de notre système éducatif. Et ça, il ne faut pas attendre de l'Europe d'un sursaut, d'un surcroît de supranationalisme pour reconstruire notre école. Il y a tout un ensemble de défaillances qui font que la France s'affaiblit sur la scène internationale, qui sont évidemment le produit de réformes intérieures. Donc je dirais qu'il faut bien d'abord nous questionner sur les causes de notre affaissement économique
et la perte de notre influence à l'international avant d'envisager de nouveau de peut-être donner des leçons ou d'être source d'attraction, d'attractivité à l'international. Donc vous en appelez d'abord à l'humilité pour pouvoir mieux prendre en compte les nouveaux paradigmes mondiaux et... J'appelle en effet un double mouvement, c'est-à-dire qu'il faut à la fois s'ouvrir et s'affirmer. Il faut s'ouvrir à des réalités nationales qui nous échappent. Le monde n'a pas vocation à nous ressembler. Les nations sont le produit de trajectoires historiques, d'ancrage géographique, qui font qu'elles ont des intérêts, des visions, des représentations du monde tout à fait différentes. C'est d'ailleurs le cœur même du livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, qui n'était pas un appel à prendre les armes pour défendre l'Europe contre les nouveaux barbares. Au contraire, Huntington dit nous devons être modestes, nous devons comprendre des réalités qui nous échappent, et en même temps nous devons en effet nous affirmer, et pour cela réhabiliter un certain nombre de notions, comme la notion d'intérêt national. Oui, on a dans notre pays aujourd'hui une certaine nostalgie pour la France du général de Gaulle, mais la France du général de Gaulle était celle de l'affirmation nationale, et quand il faisait des voyages à l'étranger, vous voyez cette exaltation du fait national. Donc comment retrouver dans cette situation européenne que vous venez de très bien décrire, comment retrouver le sens de l'affirmation des nations tout en comprenant la nécessité d'œuvrer en commun pour conserver des leviers dans une planète qui avance chaque jour plus vite. Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur de France à Washington, parle de la nécessité d'un gaullisme 2.0, c'est-à-dire un gaullisme adapté à notre époque, parce qu'en effet, le général de Gaulle menait une politique intérieure qui prenait le pli de la politique extérieure, ou vice-versa, c'est-à-dire que l'affirmation nationale de la France autour de la notion de grandeur et d'indépendance rejaillissait dans sa doctrine extérieure en appelant les peuples du monde à s'émanciper des deux grands empires soviétiques et américains. Ce qui fait que la France avait quelque chose à dire au monde autour de cette notion d'indépendance. Et donc, si l'on fait l'effort de se raccrocher à cette tradition géopolitique qui a quand même inspiré également les successeurs du général de Gaulle, je pense qu'on peut retrouver un élan doctrinal qui nous permettra de nous adresser à des aires géographiques auxquelles aujourd'hui nous n'avons plus rien à dire. Quelle est par exemple notre vision de l'Amérique latine ? Aujourd'hui, les gaullistes, je dirais, se situent peut-être en Amérique latine. Je vais prendre un exemple. Le Mexique aujourd'hui est un cas très, très intéressant. La gauche, pour la première fois de l'histoire du Mexique, est au pouvoir, et cette gauche revendique une forme de non-alignement actif, pour reprendre le concept de George Hein, ancien ambassadeur du Chili en Chine. Un non-alignement actif qui consiste à renvoyer dos à dos occidentaux, chinois et russes, pour, en fonction des événements, choisir où se situe l'intérêt national. Et ça s'est illustré très concrètement en juillet 2022. Vous aviez le sommet des Amériques, un sommet annuel organisé depuis les années 90, depuis 1994, qui réunit tous les pays d'Amérique. Et ce sommet des Amériques s'organisait à Los Angeles, et Joe Biden voulait mettre au diapason de sa vision géopolitique les États d'Amérique du Sud. Il voulait réunir les démocraties et écarter les régimes réputés pour leur tendance autoritaire, comme le Nicaragua, le Venezuela et Cuba. Le Mexique s'est levé et a menacé de boycotter jusqu'à la dernière minute ce sommet. Finalement, le président mexicain Manuel López Obrador n'est pas venu. C'est un des ministres qui est venu pour marquer le coup, pour dire aux États-Unis, le sommet des Amériques n'a pas vocation à suivre l'agenda géostratégique américain qui oppose démocratie et bloc autoritaire. Il a vocation à réunir tous les pays d'Amérique par-delà leurs différences politiques dans le respect des identités nationales. Eh bien, je crois que ce message mexicain adressé aux États-Unis est une forme de leçon de gaullisme qui pourrait peut-être nous inspirer. En tout cas, préfacer la nécessité stratégique pour l'Europe de dessiner une vision géostratégique propre, de construire un narratif indépendant, parce que, et j'en finirai peut-être là-dessus, les États-Unis ne seront pas toujours là pour nous défendre, et nous le voyons bien notamment, ou pour défendre nos causes, comme la cause ukrainienne.
il y a aujourd'hui un consensus dans le corps diplomatique français pour dire que si Donald Trump avait été au pouvoir, l'Ukraine n'aurait pas été défendue et donc l'Europe n'aurait fait qu'acter la prise de Kiev par Moscou. Et si Trump revient au pouvoir en 2024, ce qui est probable, eh bien, nous devrons, là encore une fois, nous poser la question de comment agir sans l'aide américaine. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes loin de pouvoir le faire. Donc, j'appelle la France à renouer avec son ancrage gaulliste pour aider l'Europe à comprendre que dans un monde désoccidentalisé, le fait de nous raccrocher à l'Empire américain ne nous sera pas d'un très grand secours. En tout cas, Max Erwan Gastineau, merci pour cette leçon de pragmatisme et merci de nous aider avec votre livre à dissiper les idéologies, on va dire, et à ne pas regarder le monde avec un prisme préconçu. Et donc l'ère de l'affirmation aborde cette question de la désoccidentalisation du monde en montrant comment des pays ont tout simplement décidé d'user de leur souveraineté pour en faire un outil de rayonnement. Tout à fait, et ça s'est traduit très concrètement aux Nations Unies lorsque la question de la guerre en Ukraine a été abordée. La plupart des pays du Sud ont condamné l'invasion russe de l'Ukraine au nom du principe de souveraineté que consacre la charte des Nations Unies, mais ont refusé également les sanctions occidentales parce qu'elles mettaient en question leurs intérêts nationaux. Et je crois que c'est ça aujourd'hui, en effet. L'avènement des pays du Sud marque l'avènement d'une époque dominée par les notions de souveraineté et d'intérêt national avec lesquelles nous devons urgemment renouer. Merci beaucoup pour cet éclairage, Max Erwan Gastineau, et à bientôt sur Omerta pour de nouvelles analyses géopolitiques et de nouvelles analyses politiques sur notre chaîne YouTube, entre autres, et sur notre application, et dans le magazine, où dans le prochain numéro, vous retrouverez également les propos de Max Erwan Gastineau.